Rebonsoir à tous. Je vous invite à terminer vos conversations, vos rencontres, les synchronicités, parce que je vais passer la parole à Jean-Marc Drivet, qui est l'élu vice-président, non, c'est pas là, qui est vice-président de Grand Lac à la valorisation des déchets, qui est toujours là pour les événements de Grand Lac. Merci. C'est un grand soutien au projet Territoire zéro déchet, zéro gaspillage et qui va introduire la soirée. Merci. Bien, bonsoir à tous. Je vais commencer, si vous me le permettez, par une toute petite anecdote. La semaine dernière, j'étais au Havre, c'était pas le porte à côté, mais on avait le congrès Amorce, qui est une réunion de collectivités professionnelles sur effectivement la transition économique et l'économie circulaire. Et puis on a terminé par l'intervention de M. Jouzel, prix Nobel de la paix, climatologue. Et là, on a pris un sacré coup dans la figure. Alors même si on est dans le train, on est dans le déchet, on est dans l'économie circulaire, ça fait quelque chose. Et là, vous prenez un sacré coup sur le moral et vous vous dites, du moins à titre personnel, je dis, ben voilà, j'ai 2 filles, comment ça va faire après? Et là, vous avez un doute, et quand vous arrivez sur un soir comme aujourd'hui, et que vous savez qu'on fait salle comble, il y a encore quelques trous, mais ça va arriver, on a peut-être quelques difficultés à se garer sur Aix-les-Bains, mais comme ça. Et le principal, c'est effectivement que vous répondiez tous à l'appel, et moi je veux vous dire un grand merci. Et vous pouvez vous applaudir, parce que grâce à vous, on reprend un coup au moral, et on repart, ça nous redonne un coup d'élan. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Alors, je change. Non, c'est de ce côté. Pardon, je n'ai pas l'habitude. Alors, rapidement, de rentrer dans le vif du sujet, zéro gaspillage, je m'engage. Donc, depuis 2015, voilà, on a un exemple de collaboration de 4 collectivités qui se sont regroupées. Alors, grâce à l'ADEME, qui est notre partenaire, je dirais, dans cette opération, pour une démarche zéro déchet et une politique d'économie circulaire. Donc on a plus de 200 entreprises, des associations, des institutions impliquées, et évidemment, je cite nos grandes collectivités, Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac, qui vous accueille aujourd'hui, et Terre de Savoie-Rumilly. C'est l'occasion pour moi de remercier les élus, les techniciens, tous les gens qui travaillent dans ce défi. Et notamment, j'ai à mes côtés Daniel Rochex, au premier rang, qui est le vice-président de Grand Chambéry pour la valorisation des déchets. Et évidemment, je n'oublie pas Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, Chamdam. Elle est passée où, Chamdam? C'est notre, voilà, elle est là, notre coordinatrice exceptionnelle pour ce grand challenge. Hop, de ce côté. Quelques dates. 2016, les premiers défis, alors les premiers, Grand Annecy, Grand Chambéry, ils ont été les précurseurs sur ce secteur-là. 2017, on les retrouve. Et 2018, on est toutes les 4 collectivités lancées dans l'opération. Voilà, ça c'est notre communication. Vous retrouvez les 2 habitués qui sont là, et puis les petits nouveaux, Grand Lac et Terre de Savoie, Rumilly, c'est leur nouveau nom, j'ai un petit peu de mal. Excusez-moi pour. Quelques chiffres, 318 foyers en 2018, presque 1000 personnes, et 119 ateliers qui ont été prévus. On a été un peu pris par je dirais, l'intérêt, mais on a réussi à rebondir et j'espère qu'on a pu satisfaire tout le monde.
nombre de foyers par collectivité, voilà, ben ça dépend un petit peu des agglos, aussi du nombre d'habitants qu'on a à l'intérieur, mais là ça vous donne quelques chiffres indicatifs sur les foyers. Et comme dit Chandam, on a refusé du monde parce qu'on avait à un moment on avait quand même limité pour pouvoir assumer, parce que c'est vrai que nous, notamment comme c'était nouveau pour nous, on voulait faire les choses le mieux possible. Voilà, ça c'est les lancements sur les 4 collectivités. Vous voyez, toutes les équipes sont mobilisées. Quelques données à nouveau. Donc ça vous donne une petite indication pour les foyers qui compostaient au début du défi. Alors c'est vrai que moi, à titre perso, je me suis dit, c'est vrai que ce type de défi, c'est bien, mais l'idée, si on veut aller plus loin, il faut effectivement toucher plus de personnes, des nouvelles personnes. Voilà, donc là, ça nous donne aussi l'idée de ceux qui sont déjà impliqués, qui font déjà des gestes de compostage, et ceux-là, ils viennent se perfectionner ou travailler d'autres thématiques, et puis aussi transmettre, comme on dit, je dirais la fibre. Un petit rappel, ça c'est exceptionnel, déchets compostables, 1/3 des déchets de la poubelle. J'interviens aussi au niveau de l'usine d'incinération de Chambéry, et voilà, on sait qu'on brûle 1/3 de poubelles dans l'incinérateur qui sont des déchets qui sont potentiellement compostables. Vous imaginez, quand on sait qu'on traite l'usine d'incinération à peu près 115 000 tonnes de déchets, et on est obligé d'en exporter 10 à 15 000 tonnes de mémoire, on n'a pas encore les chiffres, 2018 bien évidemment, et voyez, vous imaginez tout ce qu'on pourrait enlever de l'incinérateur. Ça c'est quelques défis parmi d'autres, voilà, sur les bocaux, le gourmet bag, les végétaux, le garage, enfin, voilà, c'est tout un peu toutes les thématiques que l'on a travaillé depuis qu'on a commencé le zéro gaspillage et qu'on essaye donc de développer et voilà, de booster. Voilà, j'en ai terminé pour la petite présentation et je vais accueillir Alexandre Garcin, que vous pouvez faire un double applaudissement. Alexandre Garcin, qui est un pionnier dans ce domaine-là, il va vous en expliquer, mais pourquoi j'ai dit double applaudissement, c'est qu'il est en vacances, et il a accepté, sa famille est là, ses enfants sont là, et il a accepté de partager la soirée avec nous pour partager son expérience, je le remercie sincèrement. Merci beaucoup, et je vous donne la parole. Merci Jean-Marc. Voilà. Voilà. Je ne sais plus ce que j'avais juste après. Ben voilà. Comme ça, je me présente. Donc, Alexandre Garcin, moi je suis... C'est quoi? C'est ça? Sinon, on fait le micro, hein. C'est bien aussi un micro. Plus libre. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Alexandre Garcin, moi je suis adjoint au maire à la ville de Roubaix, et donc depuis 2014. Mais du coup, je voudrais vous parler juste de ma petite histoire. C'est que j'avais jamais fait de politique avant. J'étais pas du tout engagé ni dans un parti, ni dans quoi que ce soit. Et en 2014, enfin c'est né avant, mais en 2013 déjà, je me suis dit, il faut vraiment que je m'investisse, il faut que je fasse quelque chose. Vraiment, j'avais envie de faire quelque chose. Et puis arrivent les élections municipales, donc en mars 2014, et donc en janvier, on se dit, allez, on fait une liste citoyenne. On n'avait absolument rien préparé, on commence à travailler, on est un petit groupe, donc au départ on est 5, 4, 5, puis on arrive à 25. Alors, il fallait 53 noms sur la liste, on n'était pas du tout, mais on a joué au bluff. Jusqu'au bout, on a fait croire qu'on allait y aller. Et puis on écrit un programme, et alors dans le programme, par contre là on s'éclate, on met tout ce qu'on ne verrait jamais dans un programme de parti politique.
Et un des enjeux majeurs de l'élection en 2014, c'était la propreté, la propreté, la propreté dans la ville. Voilà. Ça, c'était vraiment le sujet qui revenait tout le temps. Puis on s'est dit, bon, vous voyez, on peut mettre toujours plus de moyens pour la propreté, mais si on prenait les choses à l'envers, je disais à chaque fois, il faut prendre les choses à l'envers, on va proposer de faire une politique zéro déchet. Donc là-dessus, on allait droit dans le mur, parce qu'on n'avait absolument rien prévu, on n'avait pas de financement, on n'était vraiment pas du tout prêt, mais on a fait le buzz un peu quand même, auprès de la presse, et puis l'équipe de centre droit de Guillaume Delbar nous propose de fusionner avant le premier tour. Et là on se dit de toute façon on n'a aucune chance, donc on y va, on fusionne, et on a fusionné nos programmes, et ça c'était vraiment intéressant. Parce que du coup, en plus le développement durable c'est un peu mon sujet, donc on a fait un copier-coller de ce qu'on avait écrit sur le développement durable, notamment le zéro déchet, sur le programme de la liste du centre droit, qui du coup a porté ce projet, et le maire, je remercie beaucoup Guillaume Delbar, a vraiment porté le zéro déchet comme étant un enjeu pour la ville, bien au-delà des sujets de propreté. Et puis donc voilà, on avait négocié 2 postes, c'est mieux comme ça, voilà. Okay. On avait négocié 2 postes, et donc, notamment un poste de conseiller d'adjoint, c'était pas pour moi, et puis un poste de conseiller municipal, donc je me suis retrouvé conseiller municipal. Le maire m'a dit, pour l'instant, zéro déchet, c'est rien. Donc voilà, je vais commencer comme conseiller municipal, et je viens travailler. Et du coup, maintenant, je suis adjoint au développement durable, mais aussi au numérique, mais aussi à la modernisation de l'administration. Ce que j'aime à dire, c'est qu'en fait, c'est que des sujets transversaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on intervient dans l'ensemble de la ville de façon transversale et on essaye d'évangéliser pour pousser le sujet. Donc voilà, donc ce petit... Enfin, aujourd'hui, du coup, je suis devenu un politique. Alors, du coup, je voudrais juste m'arrêter, mais souvent, maintenant, j'entends des gens qui critiquent les politiques, et je me dis, c'est quand même pas cool, quoi, parce que, voilà, je suis engagé, moi, j'étais comme eux, et en fait, cette énergie négative que vous envoyez quand vous critiquez les politiques, elle est vraiment pas bonne, quoi, vous n'êtes pas. Donc, arrêtez de critiquer les politiques. Vous êtes, non, c'est vrai, arrêtez, ça sert à rien. Transmettez plutôt des messages positifs, et vous verrez, ça ne pourra que participer à changer les choses de façon positive. Voilà. Ça, c'est... D'accord. Voilà. Donc les déchets, c'est quoi en France? C'est 345 millions de tonnes par an. Et là-dedans, on a 72% de déchets de la construction. C'est-à-dire si le travail est immense au niveau de la construction pour transformer les choses. Et pour faire en sorte que chaque matière qui est démolie devienne une ressource. Ensuite, c'est des déchets de l'industrie, des entreprises, des tertiaires. Voilà, donc ça, c'est 18%. Ensuite, j'ai... Voilà, 9... Ah ben non, je reviens en arrière. J'ai 9% de déchets des ménages, donc finalement pas grand-chose. Enfin, si on regarde l'ensemble, pas grand-chose. Et 1% des déchets des collectivités. Donc tout ce dont on parle aujourd'hui, finalement, quand on parle du défi des familles zéro déchet, on pense forcément aux déchets ménagers, aux déchets des collectivités, c'est 10%. C'est pas grand-chose, mais en même temps, vous allez voir, c'est par là que tout va commencer. C'est-à-dire que la force des citoyens dans cet exercice-là pour transformer les choses, elle est réelle. C'est pas quelque chose... Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on ne peut rien faire chacun tout seul, mais en groupe, quand tout le monde s'y met, on peut commencer à transformer les choses. Et donc c'est par là qu'il faut démarrer. Alors ça, c'est les chiffres de l'ADEME, ils sont difficilement compréhensibles, mais on a 240 kg de déchets résiduels par an et par habitant en France, 69 kg de déchets recyclés, 176 kg des déchetteries, qui en général sont quand même valorisés, et puis, alors je ne sais pas pourquoi ils ont mélangé à l'ADEME les déchets verts et les encombrants, bon, j'avoue que je ne comprends pas, mais nous, ce sur quoi on va travailler, du coup, eh ben, c'est à la fois tout ça, mais surtout sur les déchets résiduels. Puisque c'est ça qui va à l'incinérateur, et c'est donc ça qui aujourd'hui est une ressource gâchée, une ressource de la planète gâchée, dont on pourrait faire bien meilleur usage. Alors, quand on a été élu du coup en 2014, je me retrouve le 31 mars, voilà, élu en charge du zéro déchet, et je me dis,
Bon, et maintenant, comment je fais? Voilà. Et donc je suis allé voir ce qui se faisait en Italie, puisque j'avais vu qu'il y avait des expériences qui avaient été concluantes en Italie. Et notamment celle de Rossano Ercolini. Rossano, il s'est battu contre un incinérateur. Donc ça, c'était dans les années 2000. Ils ont gagné leur combat contre un incinérateur, une histoire de fou. C'est pas le sujet ce soir, mais c'est incroyable comment les planètes se sont alignées pour eux pour que l'incinérateur ne se fasse pas. Et donc, une fois qu'ils ont gagné ce combat contre l'incinérateur, ils se sont dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont voulu vraiment impulser une démarche zéro déchet à l'échelle de la ville et réduire ainsi tous les déchets qui partaient du coup, pas à l'incinérateur, mais en décharge. L'incinérateur, c'est quelque chose qui est bien, parce que quelque part, je réduis l'impact d'une décharge, mais en même temps, ça produit encore des déchets toxiques qui vont eux aussi en décharge. Je ne détruis pas mon kilo de déchets. Avec 1 kilo de déchets qui partent à l'incinérateur, je fais 300 grammes de déchets, qui eux sont du coup enfouis. Et donc, je vous disais ça, parce que la décharge, elle a un avantage, c'est que par rapport à l'incinérateur, c'est que je peux réduire, je n'ai pas besoin de nourrir l'incinérateur, je ne suis pas bloqué par un investissement industriel qu'il faudrait rentabiliser par la suite. La décharge, elle me permet tranquillement de baisser mon niveau de déchets. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et si aujourd'hui vous produisez plus de déchets, si vous exportez des déchets ailleurs, voilà, vous avez un défi à très court terme qui est de déjà arrêter d'exporter. C'est bien, vous êtes plutôt... Il ne faut surtout pas construire un nouvel incinérateur, il faut absolument... Alors Rossano, c'est bien parce qu'avec lui, on va dans la décharge. Et puis donc, il est enseignant à la base, donc il pose des cerceaux sur le sol, il ouvre les poubelles et il regarde ce qu'il y a dans les poubelles. Et donc, dans le premier cerceau, dans le cerceau bleu, il met tout ce qui est recyclable et qui n'a pas été recyclé. Donc voilà, la bouteille, la bouteille en plastique, la bouteille en verre, la pile. Et là, il se dit, bon, problème d'information, les gens continuent de mettre des produits recyclables dans le cerceau bleu, il faut réexpliquer aux gens que voilà, il faut resensibiliser. Voilà, problème de sensibilisation. Deuxième cerceau, le cerceau rouge, il met tout ce qui est réparable et réutilisable. Les vêtements, les chaussures, le réveil matin qui aurait sans doute pu être réparé mais qui ne l'a pas été. Et donc, de nouveau, il faut resensibiliser, problème de sensibilisation, il faut resensibiliser les gens. Et dans le cerceau jaune, il met tout ce qui reste. Et là, il y a le dosage de café, il y a le stylo bic, il y a le briquet, il y a aussi les couches. En Italie, ils sont à 25% du cerceau jaune qui est composé de couches. Et donc là, il écrit au fabricant et il dit, vous avez un problème de conception. Votre produit dans le cerceau jaune, c'est que vous avez mal conçu votre produit. Revoyez votre process de conception. Et donc il a écrit comme ça à la Lavazza pour leur dire, c'est pas normal, vos capsules ne sont pas bien conçues dans le cerceau jaune. Donc ça nous explique en fait le chemin, j'aime bien expliquer ça, parce que ça nous montre le chemin qu'il faut faire pour aller vers le zéro déchet. Zéro déchet, à chaque fois on me dit, c'est pas possible. Oui, c'est vrai que ça paraît très ambitieux, mais en fait ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est le chemin pour y arriver. Et donc là, le chemin, il est assez clair, il faut travailler à la fois sur l'amélioration de nos gestes de consommation, et il faut aussi aller vers, du coup, une meilleure conception des produits, et un changement complet, en fait, on va le dire, de notre mode de consommation et de la façon dont les entreprises produisent aujourd'hui des produits qui sont prêts à jeter. Alors voilà, à Capanori, les résultats sont assez exceptionnels. On est parti de 300 kg par an et par habitant, avec un taux de recyclage de 30%, et en l'espace de moins d'une dizaine d'années, ils sont passés à 50 kg par an et par habitant, avec un taux de recyclage de 85%. Alors, Capanori, c'est 40 000 habitants. On peut se dire, 40 000 habitants, ça ne représente pas grand-chose, c'est faisable. Mais c'est pas que, enfin voilà, ça ne concerne pas que Capanori. Une ville comme Contarina a eu les mêmes résultats en l'espace d'une dizaine d'années. Et à Contarina, ils ont même été plus loin, ils se sont donné comme objectif en 2020 d'avoir 2 kg par an et par habitant de déchets résiduels et 95% de recyclage.
C'est-à-dire si le chemin est ambitieux et en même temps, voilà, ils l'ont fait. C'est des Italiens, à chaque fois je dis. Voilà, ça aurait été des Danois. Mais là, c'est des Italiens. Voilà, donc s'ils l'ont fait, on peut le faire. Et à Trévise, du coup, ils ont fait moins 10% sur le budget des résidus urbains. Voilà, c'est un intérêt économique, mais ils ont aussi créé de l'emploi. Parce que la première chose qu'on m'a dit lorsqu'on a voulu défendre le zéro déchet à la métropole européenne de Lille, on m'a dit vous allez détruire des emplois. Mais c'est tout le contraire. Je ne vais pas arrêter de vous le dire d'ailleurs. C'est au contraire, on crée des emplois. C'est l'économie de demain. Alors, le mouvement des villes zéro déchet, c'est 400 villes aujourd'hui en Europe, dont 200 en Italie, hein, bien qu'en Italie, vous voyez. C'est beaucoup de villes aussi en Slovénie, puisque la Slovénie est la première capitale zéro déchet avec Ljubljana. C'est aussi en Hongrie, dans le nord de l'Espagne. Et à chaque fois, c'est des initiatives qui sont toutes absolument passionnantes, qui méritent d'être partagées entre nous. Et ce qui est drôle, c'est que vous parlez du défi des familles zéro déchet qu'on a créé à Roubaix. Mais en fait, ce défi, voilà, moi j'étais beaucoup inspiré par Capanori. Les Capanori viennent de créer leur défi des familles zéro déchet. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien. On partage, on travaille en réseau. Ça aussi, c'est l'économie de demain. C'est ce travail en réseau. On partage les bonnes expériences pour aller plus vite, parce que les enjeux sont considérables à l'échelle de la planète. Alors, en France, on a presque 150 ou 200 territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Donc les Pays de Savoie étaient dans les premiers lauréats donc en 2014. C'est Ségolène Royal qui avait lancé ça en juin 2018. Elle dit qu'elle va lancer un appel à projet des territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Et nous, on avait commencé quand même à réfléchir sur le sujet, donc on s'est dit, bon, bah, on va aller voir Ségolène Royal. On était voir son cabinet, on lui a présenté notre démarche, ce qu'on voulait faire. Et 3 mois plus tard, elle lançait l'appel à projet, c'était le copier-coller de ce qu'on lui avait donné. Bon, donc on s'est dit, bon là, c'est bien, on va être pris. Et du coup, effectivement, 2 villes qui n'ont absolument pas la compétence des déchets se retrouvent prises dans les territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Roubaix et Miramas. Ce qui est marrant, c'est que Miramas, c'est un quart de la ville de Roubaix en termes de population, et c'est les mêmes indicateurs sociaux. C'est-à-dire qu'on est des territoires qui sont en grande difficulté, avec 30% de chômage, avec 43% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Voilà, la désindustrialisation des années 50 à 70 de toute l'industrie textile a fait que voilà, on est une ville qui cherche encore à rebondir et à trouver voilà, un nouvel espace pour créer de la valeur et créer de l'emploi, créer aussi du coup de la fierté à l'échelle de la ville. Voilà, et alors beaucoup de gens se sont émus quand on a été pris du coup en disant mais pourquoi Roubaix et Miramas, qui n'ont pas la compétence déchets, se retrouvent dans les territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Parce qu'on pense que, en fait, le déchet, c'est beaucoup plus que du déchet. Le déchet, c'est du lien social. C'est une meilleure consommation, c'est du lien social. C'est voilà, une augmentation du pouvoir d'achat. Donc c'est beaucoup plus que du déchet. Et tout ça, ça mérite du coup d'être pris en charge par la ville aussi. Parce que finalement, quand on parle d'augmentation du pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de lien social, c'est d'abord des compétences de la ville. Voilà. Puis j'aime bien le SMIC-VAL de Libourne qui nous inspire tous. Hein, voilà. J'ai appris, du coup, comme on travaille tous en réseau, que bientôt vous alliez avoir une déchetterie qui est celle, le copier-coller de celle du SMIC-VAL, ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'elle est exceptionnelle. C'est un supermarché. Hein, presque copier-coller. Inspiré. Ouais. Elle est pas unique. Vous aurez la chance de découvrir ça bientôt. C'était peut-être pas officiel, il fallait peut-être pas dire. C'est bon. Si vous avez des questions, c'est... Bon, voilà. Donc, pour nous, finalement, le zéro déchet, c'est d'avoir une prise en main de sa consommation. Alors, pour le faire, ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est qu'il fallait qu'on le fasse avec tout le monde. Il fallait que non seulement les citoyens soient impliqués dans leur démarche, mais aussi les commerces, les écoles, les entreprises, l'administration, les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on va aller voir les entreprises. Donc, on est allé voir les entreprises, on a fait une réunion, il y avait une dizaine d'entreprises qui avaient fait le geste de venir.
Et puis donc on leur dit qu'on aimerait bien que vous travailliez sur vos déchets. Ouais. Donc ils nous ont regardé un peu bizarrement, ils nous ont dit mais pourquoi vous voulez qu'on travaille sur nos déchets? Bon, on est rentré chez nous, on s'est dit on va faire autrement. Et donc on a commencé à travailler avec les citoyens. Et on a lancé donc notre défi des familles zéro déchet. Donc fin 2014, on dit voilà, on va trouver 100 familles qui vont s'engager à réduire de 50% leurs déchets en un an. On lance une petite annonce dans le journal de la ville, on en parle aux associations qui font le relais également, en fait très rapidement, on a 100 familles qui s'inscrivent, enfin c'était un peu un pari, hein, et vraiment sans problème, ces 100 familles qui acceptent de jouer le jeu. Et on pensait qu'on aurait peut-être que des bobos, on avait un peu peur de ça, mais en fait pas du tout. Oui, il y a des bobos, bien sûr, mais il y a aussi plein de gens qui n'étaient absolument pas engagés dans une démarche écolo, qui en fait ont envie de faire des choses. Ils ont envie de faire des choses pour leurs enfants, ils ont envie de faire des choses pour la planète, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ont besoin d'une aide, en fait, d'un accompagnement. Et ça marche tellement bien que, voilà, en 2016, on lance une saison 2 avec encore plus de 100 familles qui rejoignent l'aventure. En 2017, une saison 3 avec 100 familles de Roubaix encore, mais aussi 200 familles de Tourcoing, de Marc-en-Barœul et Bondu qui sont des villes voisines. 2018, encore 100 familles, plus encore 300 de Tourcoing, Marc, Bondu, Aime, Ouescal, donc ça continue, la liste s'agrandit. Et saison 5, j'ai encore 5 villes qui vont nous rejoindre, donc voilà, ça fait tâche ville. Et aujourd'hui, à l'échelle de Roubaix, c'est donc 400 familles qui sont engagées dans la démarche. Et 400 familles, ça fait plus de 1000 personnes, 1200 personnes en gros, sur une population de 96 000 habitants. Donc ça fait plus de 1% de la population qui est engagée, qui a participé et qui est engagée dans une démarche zéro déchet. Et en fait, c'est 1%, c'est plus que 1%, parce qu'ils en parlent à leur famille, à leurs voisins, à leurs amis, puis voilà, les gens parlent entre eux, et puis forcément, zéro déchet, ça questionne. Et donc, on peut considérer que c'est facilement 5%, peut-être 10% de la population qui est questionnée dans son mode de consommation par le zéro déchet. Et comme on en parle aussi dans les écoles, comme on en parle aussi dans les entreprises, comme on en parle dans l'administration, finalement, on ne peut plus habiter dans la ville sans être à un moment donné interrogé dans sa consommation zéro déchet. Alors qu'est-ce qu'on donne aux familles? Ça vous connaissez, je crois, enfin pour la plupart. Donc on leur donne une balance à crochet. Ça c'est vraiment très important. Et puis on leur donne accès à des ateliers. Alors la balance c'est important, pourquoi? Parce que d'abord elle met un certain temps à se stabiliser pour ceux qui ont... Enfin il y en a déjà là qui ont commencé à peser ou levez la main ceux qui ont pesé? Ah oui, quand même. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais quand vous avez pesé avec la balance, là vous dites waouh, c'est lourd. C'est lourd, puis on prend un certain temps quand même avant que ça se stabilise, c'est lourd, et ça c'est moi qui l'ai produit en une semaine, en 10 jours. Voilà, ça questionne. Et ça c'est vraiment intéressant parce que le déchet finalement, c'est quelque chose qui est préhensible. On peut vraiment, on peut mesurer chacun, on sort tous nos poubelles, donc on se rend compte. Ce qui n'est pas le cas de l'énergie. Quand on parle de l'énergie, on se rend moins compte. On a la facture à la fin du mois, mais voilà, on ne se rend pas forcément compte de notre production d'énergie. Pour beaucoup de gens, le kilowattheure, ça ne veut rien dire. Là, on est sur quelque chose qui est... c'est des kilos, on se rend compte. Et puis, ce qu'on dit aux familles, c'est chacun son chemin. Chacun a son histoire, on a nos résistances. Il y en a pour qui boire l'eau du robinet, c'est même pas envisageable. Eh bien, très bien. Il y en a d'autres pour qui faire des couches lavables, c'est même pas envisageable. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Chacun son chemin. Par contre, on sait tous qu'on a aussi nos petites actions à faire. On sait tous qu'on peut faire un peu mieux sur telle et telle chose. Et donc le but, c'est que on encourage ce pas d'après. Et ça à travers les ateliers. Donc on propose... nous, on a proposé 150 ateliers en 2017. Voilà, donc chacun s'inscrit quand il veut et il avance à son rythme. Voilà. Et donc on le propose sur un an aussi, parce qu'on se dit que sur un an, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, c'est pas comme un régime où vous faites sur 2-3 mois, et voilà. Après on prend ces mauvaises habitudes-là. Pas à pas,
on change ses habitudes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un an, les familles nous disent « mais je ne vois pas ce que j'ai changé ». Pourtant, vous avez réduit votre déchet de 50%. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient transformé leur mode de consommation. Voilà, donc c'est 142 ateliers exactement, pour 300 familles en 2017. C'est 40 ateliers différents. Donc on parle aussi bien du compostage, du lombricompostage, de la conservation des aliments, de fabriquer son sac à pain, fabriquer ses produits d'entretien, fabriquer ses produits de beauté. Il y a 2 niveaux pour les produits de beauté, parce qu'il y en a qui sont déjà un peu au-dessus. Voilà, donc c'est vraiment plein d'ateliers, chacun s'inscrit là où il veut, et on fait chemin. On fait chemin, puis il y a aussi des événements à côté, donc on organise des rencontres pour les familles, et ça c'est incroyable le nombre de liens que vous pouvez nouer à travers ces ateliers, et puis à travers ces rencontres, le nombre de partages que vous pouvez faire qui vous font avancer. Et puis des festivals, le festival Zéro Déchet, des pique-niques Zéro Déchet. Et à chaque fois, c'est voilà, une bonne ambiance, et c'est ça qui est sympa. Zéro Déchet, c'est d'abord du bonheur. Voilà, je dis au revoir à ma famille. Et donc, au bout d'un an, le poids des déchets résiduels des familles Zéro Déchet de Roubaix, c'est entre 50 et 60 kg par an et par habitant. C'est marrant parce que c'est vraiment le même niveau que les 50 kg qu'on a trouvé en Italie. Comme quoi, donc, ces 50 kg, c'est faisable. Et donc, c'est 4 fois moins que la moyenne de la ville de Roubaix. Et donc, on a 1% de la population maintenant qui produit 4 fois moins de déchets que la moyenne de la ville. Et ces gens-là sont des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs. C'est-à-dire que vous allez partager auprès de tous vos amis, de toutes vos familles, ce mode de faire. Il ne faut surtout pas aller brusquer. Parce que des fois, on m'a dit au départ, le zéro déchet, c'est pas pour la paix des couples. C'est vrai. Au départ, ça peut être source de friction. Mais à la fin, en général, ça se termine bien. Et puis, voilà, il y a d'autres bénéfices encore, c'est-à-dire qu'on augmente le pouvoir d'achat. On a des familles qui vont jusqu'à 3 000 € de pouvoir d'achat en plus, sur une ville dans laquelle le revenu moyen est de 9 000 € par an et par habitant, enfin par foyer par an. C'est considérable. La moyenne est plutôt à 1 000 €. C'est aussi une relocalisation des commerces, parce qu'on achète différemment. La plupart des familles zéro déchet, elles arrêtent d'acheter au supermarché, parce que quand on achète au supermarché, souvent on achète des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, finalement on va acheter plutôt près de chez soi, chez le boucher qui accepte les contenants, voilà, donc on est plus en mode local. Et puis enfin c'est un engagement citoyen, c'est-à-dire que c'est des familles qui deviennent des ambassadeurs et qui souvent s'engagent, alors qu'elles ne l'avaient pas fait jusque-là, qui s'engagent pour la ville, qui deviennent des animateurs d'ateliers, qui deviennent des créateurs d'associations sur la ville. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir que, voilà, on donne un petit coup de pouce à l'échelle de la ville, et puis ces habitants-là deviennent des nouveaux moteurs, et aujourd'hui, c'est eux nos moteurs. C'est-à-dire que, voilà, en tant qu'élu des résistances, on en rencontre quand même. Et moi, aujourd'hui, ce qui me nourrit, ce qui fait que j'avance, c'est d'abord l'énergie de tous ces citoyens qui sont prêts à aller plus loin et à s'engager eux-mêmes pour agir pour la ville et pour le développement durable sur la ville. Et puis il y a des très belles histoires. Voilà. J'aime beaucoup l'histoire d'André et Lydie. André, elle dépensait 500 € en 3 semaines pour ses besoins élémentaires. Elle n'était pas du tout écolo, elle versait à boire dans des verres en plastique jetables et ses invités. Elle a reçu un jour un tract dans sa boîte aux lettres parce que le bailleur chez qui elle est avait accepté de mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Et elle s'est dit tiens, je vais y aller. André, des fois, voilà, donc je disais, elle dépensait 500 € en 3 semaines, c'est-à-dire que la dernière semaine, elle n'avait plus rien à dépenser. Parfois, elle avait même plus rien à manger dans son frigo, et parfois elle ne payait pas son loyer. Et André, ce qui lui parle, elle, c'est la première chose qui lui a parlé finalement, et c'est pour ça qu'elle pose avec ses produits de lessive et ses produits d'usage, c'est que André, le premier truc, c'est fabriquer ses produits d'entretien. J'avoue que moi, fabriquer ses produits d'entretien, je n'avais pas vu ça comme une action qui allait drastiquement réduire les déchets.
on en a parlé tout à l'heure. La première chose, c'est le compostage. Le compostage, c'est un tiers de moins. Mais elle, ce qui lui parle, c'est fabriquer ses produits d'entretien. Et de fait, dans les ateliers, l'atelier qui est le plus demandé, c'est fabriquer ses produits d'entretien. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que fabriquer ses produits d'entretien, c'est le premier acte de reprise en main de sa consommation. Voilà. Quand on avait été habitué finalement à acheter que des produits industriels, fabriquer son produit d'entretien, fabriquer sa lessive, c'est assez facile. Ça coûte vraiment pas cher, c'est une grosse économie. Et donc pour elle, voilà, ça change la donne. Derrière, André, elle a mis en place plein d'autres choses. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie star. Elle dépense 250 € par mois pour ses besoins alimentaires. Du coup, elle a ouvert un livret A pour elle, pour ses enfants. Elle donne de l'argent de poche à sa fille. Elle fait des extras avec son mari. Et elle est fière. Alors, qu'est-ce qu'elle est fière? Et on a été avec elle recevoir un prix à l'Assemblée nationale, le prix des écomères. Donc, je dis à André, tu viens avec nous. Donc, elle est venue avec nous, avec le maire. Et puis, je lui dis, on se donne rendez-vous à la gare de Lille pour aller prendre le TGV pour Paris. J'ai entendu un gros blanc au téléphone. Je dis, ok, on va prendre le métro. On se retrouve sur la grande place de Roubaix et on va prendre le métro ensemble. Et puis c'était la première fois qu'elle prenait le TGV. Voilà. C'était la première fois depuis 35 ans qu'elle allait à Paris. Elle était tellement fière que lorsqu'on est reparti avec le prix, elle a demandé au maire si elle pouvait le garder pendant une semaine parce qu'elle voulait se faire prendre en photo avec le prix chez le photographe. Et avec son mari, bien sûr, avec qui il ne parle pas beaucoup, mais il est toujours là. Et donc, ils sont allés chez le photographe, et en fait, dans leur salon, il y a la photo de Guy et André avec le prix. Donc, voilà, qu'est-ce qu'elle est fière. Et en fait, quand j'avais vu Rossano Ercolini à Capanori, je lui ai dit, mais comment vous avez fait pour tenir pendant 10 ans sur le thème des déchets? Parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sexy. Et il m'avait répondu, alors Rossano, en plus, il a le côté un peu... il ressemble un peu à Benigni, à Roberto Benigni. Alors il m'a répondu glorioso, la fierté, la gloire. Et de fait, voilà, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les Roubaisiens, ils sont fiers du zéro déchet. Ils sont fiers d'avoir réussi à prendre en main leur consommation. Et André, qu'est-ce qu'elle est fière et qu'est-ce qu'elle le partage? C'est la meilleure ambassadrice. Quand elle va dans des centres sociaux, qu'elle commence à expliquer le zéro déchet, en général, au début, on entend un grand brouhaha, mais dès qu'elle dit le mot pouvoir d'achat, on entend les bouches bouillées. Et alors, il n'y a pas que André, c'est-à-dire que voilà, c'est plein de familles zéro déchet, et à chaque fois, ce que j'aime à dire, c'est zéro déchet, mais 100% bonheur. Voilà, les gens reviennent finalement à l'essentiel, et derrière, ça, voilà, c'est du lien social, c'est une fierté d'avoir réussi, les gens sont contents d'avoir fait. C'est une force incroyable, quoi. 1% de la population qui est devenue fière de changer son mode de consommation, c'est une force sur la ville qui est vraiment énorme et qui nous permet d'aller plus loin. Ça nous oblige à aller plus loin, ça nous oblige à mettre en place plein de solutions. Alors une des solutions, bien sûr, c'est le compostage. Parce que la métropole européenne de Lille collecte les biodéchets pour les envoyer à un méthaniseur, mais sur tout le pourtour de la ville. Et puis surtout, ils n'ont pas fait les vidanges, donc ils ne font pas Lille, Roubaix, Tourcoing, parce qu'ils considèrent que c'est trop compliqué. Là où il y aurait vraiment besoin de collecter les biodéchets, ils ne le font pas en fait. Donc du coup, on a... Encore 10 minutes, c'est bon, ok. Bon, je vais aller plus vite, ça marche. Et donc on a mis en place plein de solutions. Donc par exemple la tour jardin. Donc ça c'est bien, c'est une tour dans laquelle on met ces biodéchets au milieu, dans un tube percé, les petits vers passent et ramènent les nutriments sur les côtés pour planter des fleurs et des légumes. On donne du sens, c'est vraiment important de donner du sens. On a créé des points de compostage collectifs avec des communautés de compostage, des gens qui sont prêts à tenir le composteur 2 heures par semaine et qui créent aussi du lien social, qui deviennent des acteurs du quartier. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour ceux qui n'ont pas possibilité de venir dans ces zones de permanence, dans ces périodes de permanence, il y a des points de collecte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est les biobox.
On a fait un message hyper simple, parce que le problème des déchets, c'est aussi qu'on a un message qui en général est trop compliqué. Donc on a fait compostage, fruits, légumes. Voilà. Donc là, c'est simple, on va se tromper. Et donc, ce qu'on pense, c'est que chacun doit trouver la solution qui lui convient. Voilà. Il n'y a pas une solution pour tout le monde, c'est chacun doit trouver la solution qui lui convient pour qu'on puisse avoir du compostage partout sur les villes, pour qu'on puisse réduire surtout les déchets. Derrière, c'est aussi des nouvelles associations qui se sont créées, donc là avec des familles zéro déchet. Le glanage sur le marché, le plus gros marché de la ville, maintenant il y a une association qui récupère les produits non vendus, qui vont être jetés, parce qu'en général c'est le dimanche, donc ils vendent tout, ils jettent tout, et ils le redistribuent, ils font des soupes, ça marche super bien. Des repair cafés, réparation de vélos, etc. Donc c'est plein de nouvelles structures qui se créent sur la ville à partir des familles zéro déchet. C'est aussi un travail dans les écoles. Et là encore, dans les écoles, il faut peser pour se rendre compte des déchets qui sont produits, pour permettre ensuite une réaction et la mise en place d'actions qui permettent de réduire les déchets. On a essayé de réduire aussi le jetable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a designé. À chaque fois, on design des nouvelles choses parce que comme on vient d'une société de consommation où rien n'a été pensé pour l'économie circulaire et pour la réduction des déchets, il faut tout repenser. Et donc, il faut tout redesigner. Les solutions, il faut les créer parce qu'elles n'existent pas sur étagère. Et puis on implique aussi les enfants, il faut remettre l'enfant comme acteur, donc avec des tables de tri à la hauteur des enfants pour qu'ils puissent trier eux-mêmes leurs déchets. C'est 100% des écoles qui sont maintenant dans la démarche, avec des équipes éducatives incroyables qui s'emparent du sujet, qui développent des nouvelles choses, il y a plein d'expérimentations partout. Voilà, j'ai deux jeunes qui tiennent chacun un restaurant d'école, et qui m'ont dit qu'il faut absolument créer des plateaux compartimentés, des assiettes compartimentées, parce que comme ça, l'enfant ne peut pas mettre de côté le légume qu'il ne veut pas, il est dans son assiette. On va essayer, on va tester, peut-être que ça va marcher. Voilà. On essaye à chaque fois plein de choses, et si ça marche, on déploie. C'est des commerçants. Donc voilà, au début, les premières familles, elles n'avaient pas les solutions, elles ont quand même réussi à avoir 50 kilos par an et par habitant à la fin du défi. Mais depuis, il y a plein de nouveaux commerces qui se sont créés, notamment un commerce de vrac, voilà, avec une ancienne famille zéro déchet qui a monté son commerce de vrac. Donc là encore, une initiative qui est partie des familles. Et puis des entreprises, avec des entrepreneurs qui sont venus nous voir assez rapidement en nous disant ben, nous, on voudrait faire quelque chose autour de l'économie circulaire, on voudrait le faire à Roubaix. Voilà, donc ça, c'est une entreprise qui fabrique des meubles design à partir de bois de récupération. Donc des entrepreneurs comme ça, il y en a plusieurs. On a les entreprises historiques, celles dont je vous parlais au départ, qui nous avaient dit ah, non, je ne vois pas ce que vous voulez faire avec les déchets, qui maintenant nous disent mais nous aussi on veut faire partie de l'aventure. Et donc voilà, avec Okaidi, il y a 10 jours, Okaidi, ils sont en train de regarder, c'est un gros employeur de la ville de Roubaix, ils sont en train de regarder pour supprimer l'ensemble des plastiques d'emballage qui emballaient les vêtements avant qu'ils arrivent en magasin, pour ne plus avoir de plastique. Donc ils ont déjà réduit de 50%, ils veulent aller à 100%. Et ça, c'est un système finlandais d'enveloppe dans lequel vous recevez votre colis et puis vous le remettez à la poste. C'est comme si l'enveloppe était consignée en fait. Voilà. Et puis, on a aussi des futurs entrepreneurs. Et ça, c'est des gens, en général issus des familles zéro déchet, qui viennent nous voir et qui nous disent bah, on a changé notre mode de consommation, maintenant on veut changer notre vie. Donc, des gens comme ça, on en a une trentaine. Profil type, femme, 40 ans, travaillant dans la grande distribution en marketing ou en communication. Donc, c'est pas que ça, mais il faut voir quand même que l'économie circulaire est très féminine. Et c'est une grande chance d'avoir tous ces gens-là. Alors au début, ils nous disent est-ce que je peux travailler à la ville de Roubaix? Bah, non, ça va pas. Enfin, on va pas mettre 30 personnes de plus comme ça à la ville de Roubaix. Mais par contre, on a travaillé avec des experts de l'économie circulaire, on a dressé une liste d'une trentaine de projets qui font sens par rapport au tissu économique, par rapport à l'histoire de la ville, par rapport aux besoins que l'on a pour le zéro déchet. Et donc on propose ces modèles-là d'entreprises qui ont fait leurs preuves ailleurs en général, on les propose à ces futurs entrepreneurs en disant bah, si vous pouvez faire ça. L'autre jour, on avait un atelier comme ça entre les entrepreneurs du zéro déchet, et il y a une dame qui était dans la famille zéro déchet, qui nous a dit ah ben, le sujet de nettoyage, c'est un vrai sujet pour le zéro déchet. Nettoyer les lunchbox, nettoyer les consignes, enfin les bouteilles consignées, nettoyer les couches lavables. Donc,
le nettoyage, c'est un sujet, elle va s'en emparer, elle va essayer de monter quelque chose. Voilà, donc tout ça crée un réseau qui va prendre place dans un ancien couvent de Clarisse, qui va devenir notre maison de l'économie circulaire et du zéro déchet. Ça fait sens aussi parce que voilà, on recycle quelque part cet ancien couvent. Les Clarisses sont partis il y a 10 ans maintenant. Les Clarisses, c'était un ordre pauvre et elles utilisaient tout jusqu'au bout. Donc finalement, l'histoire se perpétue et ça fait sens. Voilà. Donc finalement, tout ça se construit avec l'ensemble des acteurs de la ville, comme vous pouvez le voir. Mais tout au départ, finalement, est parti des citoyens. Et on a emmené l'ensemble de la ville grâce à ces familles zéro déchet qui ont été le moteur de notre transformation. Alors on est encore au début de l'histoire. Ce vers quoi on veut aller, c'est cette économie circulaire inclusive. C'est-à-dire inclusive qui part des habitants. On est vraiment dans une démarche bottom-up. Et ce qu'on veut faire, c'est cette ville circulaire, dans laquelle les déchets compostables deviennent du compost et de l'énergie, et viennent alimenter l'agriculture urbaine. Tout ce qui est recyclable devient une matière première secondaire, et tout ce qui est réparable et réutilisable devient un objet de seconde vie. Du coup, on a lancé notre démarche ville nourricière, puisque on a des friches, on a du compost, on va pouvoir cultiver, et donc on a identifié 15 hectares de friches qui pourraient être transformées pour nourrir les habitants. L'objectif, c'est 5% des fruits et légumes de la ville qui pourraient être produits sur place. Voilà, on n'a pas suffisamment de terres agricoles pour pouvoir faire plus, mais déjà, notre objectif, c'est 5%. Ça fait sens par rapport d'abord au cadre de vie, puisqu'on améliore le cadre de vie des habitants en transformant les friches en champs. Ça fait sens par rapport à l'emploi. Ça fait sens aussi par rapport à l'alimentation, parce que voilà, le diabète est un vrai fléau dans le Nord, et donc on voit que les gens consomment mal, on voit que les gens s'alimentent mal, donc il faut rapprocher les habitants finalement de leur consommation et d'une consommation saine. Voilà, la ville rêvée, c'est celle-là. Alors, voilà, ce que je disais avec les élus ce midi, c'est que le problème, c'est que ce terrain il est pollué. Donc en plus, il faut réinventer la ville sur ce qui était des friches polluées. Et donc c'est aussi comment on vit avec cette pollution, parce qu'on ne va pas pouvoir exporter la pollution dans des décharges ailleurs, ça ne fait pas sens. Ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à trouver les moyens de vivre avec cette pollution, et on s'est rendu compte sur les jardins familiaux de la ville qu'en fait, la plupart des jardins familiaux sont pollués, mais en fait tous les légumes qui poussent sont très sains. Et on a des normes, parfois on a tendance à dire attention, il y a la pollution, il ne faut rien faire. Oui, il faut faire très attention, bien sûr. Mais c'est pas blanc ou noir, c'est vert, orange, rouge. Et souvent en fait on est dans l'orange et on peut faire des choses. Et voilà. La pollution, on va être obligé de vivre avec. De toute façon, notre planète elle est polluée, il va falloir vivre avec aussi. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec? Voilà, donc l'économie circulaire, c'est beaucoup de choses, c'est pas le recyclage. Le recyclage, c'est vraiment à la fin. Avant ça, il y a plein d'autres sujets. Il y a l'approvisionnement, il y a l'éco-conception, il y a l'écologie industrielle, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage. L'économie circulaire, c'est tout ça. Et tout à la fin, quand on n'a vraiment pas trouvé d'autre solution, c'est le recyclage. Et donc ce vers quoi on veut aller à l'échelle de la ville, c'est la mise en place de tout cet écosystème qui permet de faire de l'économie circulaire, de l'éco-conception. Donc ça, c'est un bâtiment cradle to cradle, c'est-à-dire qui va du berceau au berceau. C'est un bâtiment qui est entièrement réutilisable, soit parce qu'il est modulaire, soit aussi parce que les matériaux sont démontables et peuvent être réutilisés ailleurs. C'est le premier bâtiment cradle to cradle, il a été construit à Roubaix. Utiliser l'énergie, on a la chance d'avoir le premier hébergeur européen, OVH, qui est à Roubaix, avec tous ces data centers. Donc c'est comment on réutilise l'énergie de ces data centers pour alimenter en chauffage les logements de la ville. C'est un modèle d'entreprise qui a été créé par une jeune entrepreneuse. C'est une lunchbox consignée. C'est-à-dire que je vais prendre mon plat emporté. Il est dans cette lunchbox que je peux ramener ensuite dans un autre commerce qui l'utilise également et récupérer du coup ma consigne.
C'est voilà, ces meubles avec 10 emplois en insertion autour du bois. C'est le magasin de ressourcerie qui permet de redonner de la valeur à ce qu'on aurait pu jeter. C'est des entreprises industrielles, comme ici une entreprise automobile qui fait toutes les pièces de ventilation pour les grands fabricants automobiles et qui utilisent maintenant des textiles recyclés. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, ici, qui est un jeune entrepreneur aussi, qui fait du carrelage à partir de matières qui sinon n'avaient plus de valeur, qui étaient du déchet. Voilà, donc il fait des meubles à partir de barres de café. Il fait du carrelage à partir de poussière de béton, de poussière de briques. Et voilà, on peut redonner une vie, même à ce qui, a priori, n'avait plus de valeur. Donc tout ça, finalement, crée un écosystème. C'est de la mise en réseau, c'est tisser du lien entre tous les acteurs, entre les commerçants, entre les habitants, entre les associations, les entreprises, et tisser du lien dans une ancienne capitale textile pour construire une économie circulaire et systémique. Je crois que ça fait du sens. Merci beaucoup à Alexandre Guinsin. Voyant tout ça, on se dit « Ah, mais on a ça ici ». Donc, je vais vous demander de garder vos questions pour les pays de savoir de côté. Patientez, parce qu'on aura une présentation après. Mais de poser les questions par rapport à Roubaix, par rapport à l'expérience d'Alexandre Guinsin. L'idée, c'est courir avec le micro dans la salle, puisqu'on n'a plus qu'un micro, pour que vous puissiez poser des questions. Et on va essayer de passer 5 à 10 minutes juste à creuser par rapport aux interrogations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Roubaix ? Ou peut-être pas. C'était tellement clair que... Moi, je voulais avoir une précision sur le chiffre des 3 000 € de gain de pouvoir d'achat, que le gouvernement, chaque matin, essaie de nous rendre une promotion, hein, et ils ont du mal. Et alors, ça a l'air d'être assez magique. Comment vous pourriez préciser concrètement comment on peut gagner 3 000 € en un an avec ce mode de fonctionnement ? C'est toujours la première question. Alors, en fait, ça dépend vraiment de comment vous consommez. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que les publics précaires, alors parfois, pas généraliser, mais en même temps, on constate que voilà, beaucoup de publics précaires consomment très mal. Ils achètent en masse le 5 du mois parce qu'ils ont leur revenu qui arrive, et puis derrière, à la fin, ils n'ont plus rien à dépenser. Donc, ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, ils achètent des choses qui ne durent pas, ils achètent des produits alimentaires en promotion, puis du coup ils achètent la promotion, mais finalement ils ne vont pas manger le surplus alimentaire qu'ils auraient pu, qu'ils ont acheté. Donc c'est vraiment voilà, réapprendre à consommer. Alors du coup le produit d'entretien, ben, voilà, c'est une grosse économie, parce que la bouteille de 5 litres ça va être 8 €, et puis si vous la fabriquez vous-même ça coûte 50 centimes. Donc c'est une grosse économie. Donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, et à la fin, André, elle arrive à 250 € par mois d'économie. Mais elle consommait très mal, de fait. Cette année-là, on a travaillé, voilà, on s'est dit, on a fait notre preuve avec des publics précaires. On va même aller chercher des publics très précaires. Donc là, on a 10% des familles zéro déchet cette année, qui sont des familles qui dépendent de l'aide alimentaire. On va voir. Enfin, je crois que ça a du sens. Ça a vraiment du sens. En plus, j'ai tendance à penser qu'il faut repenser l'aide alimentaire, parce qu'on distribue dans l'aide alimentaire des produits dont les gens n'ont pas besoin en soi, et donc voilà, il faudrait plutôt leur proposer des produits qui leur permettent de mieux consommer, même le jour où ils auront un peu plus d'argent. Donc voilà. Je pense que ça fait sens aussi pour ces gens-là. Mais ça dépend de où on part. C'est pour ça que je dis c'est une moyenne de 1 000 €. André, elle a fait 3 000 €, 250 € par mois, ça fait 3 000 €. Mais voilà, c'est plutôt 1 000 €. Il y a d'autres questions dans la salle.
Bonsoir. Pour le compostage avec la collecte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça va dans les biodéchets, enfin dans votre méthaniseur ou ça part aussi au compostage et c'est récupéré par les gens? À chaque fois, en fait, la biobox, en général, c'est avec un composteur collectif derrière. Donc, à chaque fois, sur les composteurs collectifs, il y a une équipe qui s'en occupe et qui va vider la poubelle et qui va le mettre au composteur collectif. Mais du coup, on a des sacs compostables qui vont avec et qu'on distribue aux gens. Dernière question qui est là. Je suis désolée, de l'autre côté défavorisé. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, au niveau des familles, combien y a-t-il de familles nombreuses, c'est-à-dire plus de 5 personnes dans un foyer? Je peux pas vous dire exactement là comme ça, mais on en a pas mal quand même. On avait une dame la première année qui était avec 10 enfants. Donc, oui, sur Roubaix, on a des grandes familles. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Il y a des personnes seules, puis des familles nombreuses. Après, je vois la question qui est derrière. C'est pas forcément facile quand on a une famille nombreuse de s'investir là-dedans. Mais là encore, il ne faut pas se mettre la pression. Faites ce que vous pouvez faire et ce sera déjà très très bien. Il n'y a pas. Voilà. Le but, c'est vraiment pas de dire faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous semble accessible, vous essayez, ça marche pas. Vous avez le droit de marcher en arrière aussi. Mais le but, c'est d'avancer et puis il y a forcément des petites choses qui vont pouvoir changer, je pense. Alors, non, oui, c'est pas ça. Non, on a eu des personnes qui étaient non-voyantes aussi. On a eu toute une série de non-voyants à un moment donné. Donc là, on a été obligé de les accompagner dans leurs courses, parce que c'est un changement radical de course, et du coup, eux, ils ne savent pas faire. Donc il faut les aider et les accompagner au supermarché pour les aider à changer leur mode de consommation. Donc c'était une aventure aussi. J'avais un souvenir que en fait, vous aviez des ateliers proposés, mais aussi des personnes qui ne pouvaient pas venir parce que trop d'enfants ou des choses comme ça. Vous faisiez aussi parfois du coaching à la maison pour des personnes qui n'étaient pas en capacité de venir. Mais au tout début peut-être. Question. Bonsoir. Alors ma question c'est, on voit qu'il y a pas mal de belles initiatives entrepreneuriales qui ont fleuri au travers de votre expérience. Est-ce que finalement vous avez pu mesurer la baisse de production des déchets des entreprises? Justement, c'était l'une des premières slides de votre présentation. Alors sur les entreprises, en fait, elles passent par des prestataires privés, donc je n'ai pas forcément les informations. Mais en fait, même sur les habitants, je n'ai pas forcément les informations, parce que c'est la métropole qui gère les déchets, donc c'est eux qui ont les chiffres. Les derniers chiffres que j'ai, c'est 2016, donc autant dire que j'ai un peu de mal à avoir de la visibilité sur le résultat de nos actions au niveau de la ville. Voilà, en 2016, on avait noté une baisse de 5%, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, il faut que ce soit durable, donc j'attends de voir et j'attends de pouvoir piloter un peu plus finement parce que le défaut qu'on a, ce qui est génial, c'est qu'on travaille directement avec les habitants, qu'on est en proximité avec la population. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'on n'a pas le pilotage comme on pourrait l'avoir si on était le syndicat de gestion des déchets. Ça, c'est le problème. Et sur les entreprises, par contre, j'ai pas mal de restaurants qui ont supprimé une poubelle et pour qui ça a généré une économie. Voilà. Donc, oui, ça génère une économie à la fin, c'est sûr. C'est pas forcément des grosses économies pour des entreprises. Si on pense que le coût de recyclage, le coût de la poubelle,
mais ça peut néanmoins, enfin, ce qu'on les invite à faire, c'est changer leur modèle. Hein. Donc là, ça peut, on parle plus seulement d'économie de poubelle, on parle à un moment donné aussi d'adaptation au changement à venir. Pardon, ça tombe très bien quand vous parlez d'adaptation, parce que c'est ma question. Avec le recul que vous avez là sur plusieurs années, sur à peu près 1000 personnes, si j'ai bien compris, est-ce que sur ce recul, pour enfoncer un peu, approfondir un peu cette question de la consommation, au-delà de mieux consommer, parce que clairement zéro déchet c'est ce que ça nous invite à apprendre et à découvrir, etc. Est-ce que la Ligue aussi ces notions de moins consommer au vu de l'état de la pollution de l'air, de l'eau, etc., de l'état du monde et de tout notre système, est-ce que tout ça aussi invite les gens et les premiers peut-être à revisiter ce système clairement en consommant moins? Oui. Tout à fait. En fait, les familles zéro déchet prennent conscience de leur impact sur la planète, donc elles consomment mieux, elles consomment moins souvent,